Alors, vous avez vu dans le programme, il y avait Alain-Louis Benhabib qui, malheureusement, a loupé son train. Il venait de Grenoble pour nous présenter Cleanatech. Mais pour ceux qui ne sont pas pris par les horaires, on va pouvoir, il vient de nous envoyer son... Hein, voilà, il vient de nous envoyer son diaporama et il va oralement, enfin il va nous parler et nous le présenter au téléphone. Donc il s'excuse d'avoir loupé son train. Je vous rappelle que le professeur Benhabib, qui est neurochirurgien, qui est un des leaders de la stimulation cérébrale notamment, et actuellement un des responsables de Cleanatech, qui est une structure de bloc opératoire qui a des scanners, des IRM dans le bloc opératoire et dans le cadre de recherche clinique. Ce n'est pas un bloc opératoire pour soigner des malades. Actuellement, c'est un bloc opératoire pour la recherche clinique, pour les nanotechnologies, etc. Mais l'avantage, c'est que c'est un bloc opératoire qui regroupe toute une logistique très importante. Et on pensait que c'était intéressant qu'il nous donne son avis. Donc, j'espère que c'est une autre méthode. Donc, vous le saluez de notre part, et puis c'est quand il veut. Vous voyez que l'Académie de chirurgie se met aux nouvelles technologies extemporanément. Oui, je peux parler, moi. Mais c'était pas fait. Et vous me direz à partir de quand je peux... Monsieur Benhabib, vous avez la parole. Bien, merci, merci Madame de Couville. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis absolument désolé de ce contretemps malheureux et je crois que je souhaite remercier Madame Pascale de Couville de s'être battue ainsi que des gens de mon côté pour faire ce lien. Donc je vais vous passer, c'est le seul moyen que nous avons pu trouver de rendre les choses possibles étant donné le volume des diapositives. C'est une présentation en PDF, donc sans aucune animation, et que je vais télépiloter de Grenoble. Madame de Couville m'a dit qu'elle passerait les pages une après les autres et moi j'en ferai le commentaire par téléphone. Je crois que c'est le mieux qu'on a pu trouver pour sauver ce désastre dont je suis responsable et dont je vous prie de m'excuser encore une fois. Donc l'objectif aujourd'hui était de vous parler du bloc opératoire, essentiellement du bloc opératoire, mais donc de Cleanatech. Cleanatech qui est un centre de recherche biomédicale fait à Grenoble sous l'égide du CEA, en connexion bien sûr avec le CHU, l'INSERM et l'université, mais essentiellement au CEA, avec un objectif particulier qui était de réunir pour une fois un centre de recherche classique, on va dire, notamment dans le domaine des micronanotechnologies, puisque c'est l'excellence même du CEA de Grenoble, la Minatech, et un centre hospitalier pour continuer à faire ce que nous avons fait pendant de nombreuses années, c'est-à-dire une coopération pour développer des instruments et des prototypes sur la base des besoins des médecins. Alors, si on passe la diapositive suivante. Ok. Voilà. Cette diapositive, c'est juste pour vous montrer où se trouve Cleanatech, complètement à gauche de l'image. Tout le reste, c'est le secteur santé, on va dire, du CEA de Grenoble, qui est un énorme campus. Donc Cleanatech a été décidé en 2006. Nous sommes en 2013. Il est fonctionnel depuis la fin de 2011, qui a été un bel exploit architectural et technologique. Vous voyez ici une vue. Oui. J'avais pas demandé la suivante, je crois. Elle vient. Voilà. Vous devez voir Cleanatech, un centre unique au monde. Absolument. C'est pas très modeste, mais c'est pas trop loin de la réalité, dans la mesure où vous voyez le bâtiment en bas à gauche, qui est une vue un peu oblique de cet ensemble, où on voit en particulier en bas à gauche une partie un peu marron, légèrement arrondie, qui correspond au secteur clinique qui se trouve au bas de ce bâtiment, les autres étages étant des laboratoires de recherche plus conventionnels.
Et c'est ici que se trouve l'unicité de l'ensemble, puisqu'on a réalisé dans le même lieu et en dehors du territoire de l'hôpital la conjonction d'un secteur clinique avec 6 chambres, un bloc opératoire que je vais vous détailler, des médecins, des protocoles de recherche clinique, donc des idées qui montrent la nécessité de développer certains dispositifs, notamment implantables, spécifiquement dédiés à ces protocoles, et le rôle des étages au-dessus est de prendre en compte les besoins et les envies des médecins, de transformer ça en possibilités, en les traduire technologiquement et produire au bout du compte en particulier des dispositifs implantables, mais aussi des méthodes, que ce soit de diagnostic ou de traitement. Alors cette plateforme est unique au monde, ça on peut en le dire, ça ne va pas durer, mais pour le moment c'est le cas, dans la mesure où elle associe vraiment dans les mêmes locaux des horizons qui jusque maintenant étaient différents, l'horizon médical et l'horizon technologique. Alors l'image suivante montre un peu l'état d'esprit qui a présidé à la création de Cliatech, où on met ensemble, vous voyez, des biologistes, des cliniciens, des ingénieurs. Je pense que vous voyez ce montage-là, voilà. Et qui est donc dédié à la recherche biomédicale, notamment dans le micro-nanotechnologie. La diapositive suivante montre le découpage de ce bâtiment en 3 niveaux. Le plus bas en jaune qui est le niveau clinique, où se trouvent les chambres dans cet arrondi, et puis derrière le bloc opératoire avec ses dépendances. L'étage au-dessus, c'est un étage qui correspondrait plus à des laboratoires d'électronique et de technologie, de l'informatique, etc., pour fabriquer les prototypes, ce qu'on appelle l'intégration des systèmes, et au-dessus, l'étage préclinique en vert qui, en fait, contient les animaleries pour des singes, pour des cochons, pour des rats. Nous avons une capacité de 25 singes, de 25 cochons et de à peu près au moins 200 rats, ainsi qu'un bloc opératoire pour les rats, un bloc opératoire spécifiquement dédié aux plus gros animaux, notamment les singes, qui a la taille tout à fait d'un service de stéréotaxie, ainsi qu'une IRM à 4,7 Tesla, strictement dédiée aux animaux. La diapositive, c'est un bâtiment qui fait 6 000 m² à peu près. Il y a pour le moment 70 personnes qui travaillent là, et on a une perspective à peu près une centaine à la fin du premier trimestre 2014. La page suivante vous montre une salle, une chambre, qui toutes ont été bâties dans la perspective d'être, je dirais, inutilement grande, au sens où il y a la place pour monter, si nécessaire, une expérimentation, notamment d'électronique, pour prendre des mesures chez des malades qui seraient équipés d'appareils nécessitant cela. Et également, les dimensions sont compatibles avec la vie et le déplacement de malades à mobilité réduite, étant donné que ça fait partie d'un des objectifs. Elles sont bien évidemment toutes aux normes de l'ARS, qui a surveillé de très près la création de ce bâtiment lui-même hors norme. Voici la salle de pré-anesthésie, équipée du matériel qu'exigent actuellement les anesthésistes pour endormir les malades. C'est une salle qui est attenante au bloc opératoire et soumise aux mêmes réglementations que dans les hôpitaux les plus stricts. Diapositive suivante, vous devez avoir operating room, c'est ça, Madame de Couville? C'est bon, vous voyez, operating room, donc vous voyez, alors c'est une vue un peu avec un téléobjectif, donc elle est un peu déformée. Vous voyez la table d'intervention, vous voyez un anesthésiste. Au-dessus de la table d'intervention, suspendu à des rails, se trouve un microscope robotisé qui permet de faire de la chirurgie ouverte, guidée par l'image. Vous voyez au fond une vitre derrière laquelle se trouve le poste de commande de l'IRM et de la radiologie, l'IRM étant
une IRM intraopératoire qui va se déplacer sur les rails que vous voyez au plafond. Et la diapositive suivante, on voit la porte blindée qui sépare la salle d'opération elle-même. Vous voyez la table avec les champs bleus et le garage, si j'ose dire, de l'IRM, qui est une IRM à gros trous, 1,5 Tesla, et qui est mobile et va pouvoir venir, quand le besoin s'en fait sentir, se mettre autour de la tête du malade. Tout le concept est centré sur la tête du malade pour pouvoir faire soit de la chirurgie sous IRM, soit du contrôle opératoire grâce à l'IRM. Vous voyez également qu'il y a un robot stéréotaxique qui est installé là, permettant de faire de la stéréotaxie et qui est essentiellement destiné à la neurochirurgie fonctionnelle. Alors, si on voyait la vidéo, on pourrait voir dans l'encadré du haut les portes s'ouvrir et l'IRM sortir, mais comme c'est un PDF, on ne le peut pas. La diapositive suivante, vous devez voir écrit en dessous un magnétique ventilation system. C'est essentiellement pour dire que tous les instruments qui se trouvent dans cette salle sont traités sur le mode diamagnétique, c'est-à-dire qu'ils sont compatibles avec la présence de l'aimant en salle, avec des hauts champs, et vous voyez en bas, en couleur orange à peu près, les limites des champs magnétiques, ce qui permet, pendant la présence de l'aimant dans la salle, de respecter des conditions de sécurité qui sont assez drastiques. La diapositive suivante, en deux morceaux, montre en haut à peu près ce que vous avez vu sur une vue plus panoramique de la salle d'op, avec l'IRM à gauche, le robot stéréotaxique, le malade et ses champs bleus, et à droite le poste des anesthésistes, et au plafond complètement à droite le robot microscope qui pour l'occurrence a été déplacé. Dessous c'est la salle de commande dont on voyait tout à l'heure la vitre par l'autre face. Dans cette salle de commande, les radiologues vont pouvoir piloter et le robot stéréotaxique et les mouvements de l'IRM hors de son garage, et également déclencher les acquisitions des séquences d'IRM. La diapositive suivante montre un malade que l'on introduit dans la salle de magnétoencéphalographie. On dispose d'un magnétoencéphalographe à 306 points de mesure, avec également de l'EEG à haute résolution, et on peut donc enregistrer l'activité magnétique tridimensionnelle du cerveau de nos malades ou des sujets qui se soumettent à l'expérimentation clinique, et d'en tirer des informations qui sont très très importantes. Je vous en donnerai un petit exemple très rapidement. La diapositive suivante montre, où il est écrit SPECT-CT, montre à gauche le piquet de commande du SPECT-CT, c'est-à-dire du scanner X couplé à la gamma caméra qu'on voit à droite, et qui est installé également sur le même site, tout à fait à côté du bloc opératoire. La diapositive suivante montre l'IRM que vous avez vu par l'autre bout, et qui est ici dans son garage. La porte derrière est fermée et on peut y faire, même pendant qu'on opère à côté, du diagnostic ou même des explorations en IRM fonctionnelle, comme je vous en montrerai un petit exemple. Il y a également une salle d'analyse du mouvement qui permet d'enregistrer grâce à des vidéocaméras que vous voyez, des caméras infrarouges que vous voyez un peu autour du plafond, là, légèrement en rose, ainsi que deux autres caméras à haute résolution qui permettent d'enregistrer les mouvements, notamment lors de la marche d'un malade, et de reconstruire ensuite un avatar numérique qui permet de calculer des paramètres tels que la vitesse, le nombre de pas, la distance d'un pied à l'autre au cours d'un pas, les angles des différentes articulations, toute une série d'éléments qui sont importants pour ceux qui analysent les mouvements anormaux. Au niveau préclinique, c'est-à-dire au niveau des laboratoires
d'expérimentation animale avec les animaleries et les salles d'opération. Voici les salles d'opération. Vous voyez en haut à gauche une intervention en cours. On ne voit pas l'animal. On est équipé d'un microscope opératoire de type Pantero, qui est quelque chose de niveau médical véritable. Et à droite, vous voyez le montage de cette intervention chez un animal qu'on opère en conditions stéréotaxiques avec une projection radiologique bi-orthogonale. On voit derrière la tête de l'opérateur 2 plans verticaux qui représentent les détecteurs numériques plans qui servent à cette radiologie. La diapositive suivante, intitulée Preclinical Laboratories, vous montre à droite, en haut à droite, une même installation que celle que vous venez de voir chez l'homme, mais pour l'animal, avec des caméras à infrarouge qui permettent de faire de l'analyse du mouvement et du tracking chez des singes que vous voyez ici sur la chaise de contention. En dessous, on voit l'installation de l'IRM à 4,7 Tesla qu'on voit à droite, qui peut accueillir des rats, mais également des cochons et des singes. Et à gauche, c'est le pupitre de commande de cet IRM. Sur la colonne de gauche, on voit les cages d'hébergement des porcs. En dessous, ce sont les cages d'hébergement des rats qui sont dans des environnements confinés, tout à fait faciles à manipuler. Et en dessous, on voit des cages pour des singes, ici en train de faire une épreuve de comportement. Vous voyez un bras qui sort pour aller récupérer une récompense disposée sur un plateau. Enfin, l'étage intermédiaire, Medical Device Integration, est le laboratoire où on trouve de l'électronique, de l'informatique, une équipe de mathématiciens qui travaillent pour développer des protocoles et des softwares, et également des laboratoires d'histologie et de biocompatibilité. On a une grosse activité de vérification d'obéissance aux normes technologiques de plus en plus importantes qui nous sont imposées. On est équipé d'imagerie microscopique assez performante, aussi bien en vidéo, en analyse vidéo microscopique, ou à gauche de la microscopie confocale et également de la microscopie biphotonique. Le secteur de biologie dispose d'un spectro de masse très haute résolution qui permet de faire des analyses structurales, fonctionnelles, et qui nous aide beaucoup, notamment au niveau du diagnostic et du développement de nouvelles thérapeutiques. Certaines parties du laboratoire sont en conditionnement L2 pour obéir aux normes de sécurité infectieuse. Et puis à droite, on a des installations, je dirais, assez classiques, même si elles sont assez performantes, de biochimie dans le domaine de la protéomique. Le laboratoire d'électronique, je ne vais pas vous détailler ce qu'on peut y voir, mais vous reconnaissez des éléments de constitution de systèmes qui vont être implantés. À droite, le laboratoire de packaging, de mise en forme de ceci. En dessous, vous avez une image du laboratoire d'analyse du signal, notamment des images de MEG, vous voyez les flaques rouges. Et également à droite, l'équipe de robotique, qui est une équipe déplacée du LIST à Paris, qui travaille chez nous depuis déjà 2 ans, et qui sont responsables, vous le voyez un tout petit peu en arrière, du robot qui est destiné au projet BCI, Brain Computer Interface, pour faire marcher des tétraplégiques avec une commande à partir de l'activité électroencéphalographique. Je terminerai rapidement là-dessus en disant que l'objectif de ce protocole est de bâtir un implant que vous voyez en haut à gauche pour mesurer l'activité cérébrale que vous voyez en bas à gauche, qui persiste même quand les malades ont une section totale de la moelle. Et le principe de ce protocole est d'aller recueillir les activités électroencéphalographiques, de les transformer
pour leur permettre de piloter un robot, un exosquelette que vous voyez en haut à droite. Je ne sais pas si on est toujours en phase. Là, la diapositive suivante, j'arrive pas à la passer. Voilà. Diapositive suivante, c'est écrit EcoG Recording Implant. Est-ce qu'on est bien en phase? Oui, c'est bon. C'est un éclaté, je vais être très rapide, c'est un éclaté de l'implant que nous avons réalisé, qui est maintenant disponible. On attend l'autorisation de l'implanter par la SAPS, la NSM, et vous voyez rapidement que ce système d'un diamètre 5 cm avec 64 électrodes est destiné à être installé dans une ouverture par une très fine de 50 mm et mise au contact épidural du cerveau pour enregistrer les activités électrocorticographiques dans les zones motrices. Là c'est... On est sur la 26. Voilà. Voilà, j'ai un petit problème de souris. Voilà, si la vidéo marchait, on verrait sur la représentation du cerveau se développer au cours d'un mouvement que fait le malade. Il tape du doigt sur une tablette et son signal cérébral est enregistré par les détecteurs de la main et reconstruit au niveau de sa reconstitution trois-dimensionnelle de son cerveau, et on voit se développer une espèce d'orage électrique dans la région motrice précentrale qui correspond à la zone où l'ordre a été donné, même si la moelle ne veut pas transmettre cet ordre, l'ordre a été donné d'effectuer un mouvement. On voit ici que sur cette reconstitution, l'activité cérébrale qui a été enregistrée, dont vous voyez une analyse intermédiaire sous la forme des petits ronds rouges, bleus et verts. Les ronds rouges, c'est l'activité motrice sur les trois vues de face de profil et axiale du cerveau. Les points verts, ce sont les zones motrices supplémentaires qu'on a été étonné d'observer. Et les zones entourées de ronds bleus sont les zones du cervelet qu'on est également étonné d'observer avec ce système. Donc ça, c'est en IRM fonctionnel. C'est mélangé avec ce que vous voyez en bas à gauche, qui est la MEG, qui donne des images que vous voyez au milieu en bas, avec ces petites taches rouges sur un fond jaune. La ligne du haut, c'est la main droite qui donne quelque chose sur l'hémisphère gauche et vice-versa en bas. Donc on a des moyens de localisation des activités cérébrales corticales qui vont nous permettre de déplacer, d'identifier sur la tête du malade l'endroit où on va implanter de chaque côté bilatéralement les implants que je vous ai décrits plus tôt. Si on avait la vidéo, vous verriez ici en haut à gauche l'exosquelette dans son stade de développement actuel, où il ne lui manque plus que l'équilibre. C'est un travail qui est en cours et un des ingénieurs est installé dans ce robot. Si nous avions la vidéo, vous verriez que le robot avance et transporte le malade. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet qui fait avancer le robot, c'est le robot qui transporte et active les quatre membres du sujet. À droite, un des bras du robot est activé par la capture de l'électroencéphalogramme d'un singe qui fait des mouvements du bras. En bas, c'est le même robot qui est activé par le signal magnétoencéphalographique obtenu chez un sujet sain. Et à gauche, si on avait l'activation, vous verriez que le travail qui est en cours pour régler les problèmes d'équilibre est assez impressionnant, puisque ce petit avatar qui représente ce que ferait le robot dans la situation réelle fait, alors que le plan que l'on voit sous ses pieds se déplace un petit peu comme s'il faisait du surf. Je crois que je suis au bout de ma présentation. Je vous remercie de votre attention et vous prie encore une fois d'accepter mes excuses pour ce désagrément. Si vous
vous entendez les applaudissements de la Je salle. Oh, Mais on a été très heureux d'avoir quand même votre communication malgré les impondérables de transport. J'avais une question à vous poser. Combien avez-vous de personnel pour faire fonctionner votre bloc opératoire en tant que personnel, entre guillemets, non médical? Et combien d'interventions, entre guillemets, faites-vous dans ce bloc opératoire up-to-date? Alors, il y a deux réponses. En ce qui concerne le personnel, la difficulté a été d'avoir ce personnel et de pouvoir l'embaucher, et ça a été réglé par une convention avec l'hôpital qui a finalement la cote mal taillée est la suivante. Ils embauchent le personnel, ce qui leur est beaucoup plus facile que nous, et ils le mettent à notre disposition, et nous payons l'hôpital pour les frais qui sont ainsi engagés, notamment les frais de salaire, etc. Donc on est très bien équipé, il faut le dire. Ça nous coûte très cher, comme vous l'imaginez, mais c'est également ce qui est un peu imposé par l'ARS. Il faut savoir que initialement, il y avait une possibilité pratiquement légale de construire Clinatech, parce qu'un centre de recherche biomédicale doit être sur le terrain d'un hôpital, et grâce à une jurisprudence en quelque sorte qu'avait bien voulu mettre en évidence le ministère, on a pu obtenir la dérogation. Néanmoins, cette dérogation est obtenue au prix d'une surveillance draconienne, et il est évident qu'on doit être encore plus en accord avec les normes que ça ne l'est dans un hôpital normal. En particulier, il nous faut 2 anesthésistes dans la salle pour chaque intervention, alors que tous les chirurgiens qui sont autour de vous, et dont je fais partie, savent très bien que souvent, à l'hôpital, l'anesthésiste est plutôt en disponibilité à partir d'une autre salle, ce qui se conçoit bien. Ici, c'est pas possible. Alors, il en est de même pour tout. Il n'est pas question d'avoir qu'une ASH là où il en faudrait 2. Et de ce côté-là, on est plus que norme. Combien d'interventions donc, pour le moment, c'est très faible, dans la mesure où on a eu énormément de difficultés à obtenir toutes les autorisations, notamment de la NSM, etc. Donc, on a un filtre ici qui est très difficile. Monsieur Carpentier, dont vous savez le succès est récent, longtemps attendu, connaît encore mieux que moi ça, parce qu'il a été freiné pendant longtemps par la NSM. C'est notre cas actuellement. Cela étant dit, le bloc est complètement fonctionnel, y compris en termes de personnel, depuis le milieu de l'été, et nous avons déjà réalisé un certain nombre d'interventions, certaines relativement bénignes, de type mise en place d'un trocard de biopsie nanotechnologique, si j'ose dire, mais également d'une résection d'un glioblastome sous IRM, et d'autres interventions de moindre importance. Donc le nombre n'est pas très représentatif. Il a comme intérêt de dire que cet ensemble hospitalier, micro-hospitalier, a fonctionné, et il fonctionne sur un mode plus important. À partir de janvier, nous avons un protocole sphérotaxique de la maladie de Parkinson par implantation profonde chez Saint-Malade, suivi d'un protocole chez le Parkinson aussi par implantation d'électrodes de stimulation de la moelle. Il y a plusieurs protocoles d'évaluation de méthodes développées en milieu nanotechnologique, notamment au niveau des capteurs d'empreintes ou de biopsie. Et le protocole que vous avez vu sur le robot, lui, ne démarrera que dans le courant de l'année prochaine, dès que nous aurons l'autorisation. Alors, en termes cumulés, sans tenir compte de l'importance, on a dû faire une dizaine d'interventions ou équivalents depuis le milieu de l'été, et pour l'année prochaine, on prévoit d'en faire à peu près le double.
L'objectif n'est pas de faire du rendement, bien évidemment. Nous n'avons pas le droit de répondre à l'offre de soins ou aux besoins de santé, comme on le dit. On a un objectif qui est strictement d'évaluation de protocoles cliniques. On imagine qu'un roulement normal devrait, en fin d'année, être atteint aux alentours de 2 malades par semaine. Alors, je vais demander dans la salle s'il y a des questions particulières, spécifiques. Oui, alors Yves Chaput a une question. Question très banale. Vous me direz si vous entendez sa question. On la pose toujours à propos des nouvelles technologies. Lorsque la méthode se sera développée, est-ce qu'on a une idée du coût des différents gestes? C'est-à-dire, il y a forcément un éventail de ces... pour rentabiliser en quelque sorte quand même de gros investissements. Vous avez entendu ou pas? J'aimerais bien que vous me la résumiez. La question c'était, est-ce qu'il est prévu en fait des études entre guillemets médico-économiques pour l'établissement des coûts des différents types d'interventions qui seront prévues pour avoir une idée éventuellement ensuite de rentabilité ou non? Alors, tout à fait. Nous n'avons pas de protocole typiquement adressé à ce sujet-là actuellement, mais il est en cours d'établissement parce qu'en plus, c'est très facile de le faire, étant donné que nous sommes un petit peu dans une bulle fermée et tout ce qui rentre et tout ce qui sort est facilement comptabilisable, d'autant plus que nous devons rembourser à l'hôpital tous les investissements qu'ils sont amenés à faire en termes de personnes, en termes de médicaments, en termes de matériel, en termes de gestion du matériel. La stérilisation de notre matériel opératoire que nous avons acheté, c'est à l'hôpital que c'est fait et ça ne nous coûte pas rien. Donc on a là effectivement un modèle un peu particulier peut-être, mais enfin quand même pas très loin, pas trop éloigné de la réalité que j'ai bien connue, moi, et qui devrait permettre de faire une évaluation des coûts plus facilement que dans un hôpital où souvent c'est difficile de faire la frontière, de trouver la frontière entre ce qui a été payé par tel service et tel autre. Mais c'est L'autre question, c'est oui. compte tenu dans la spécialité neurochirurgicale et compte tenu de votre expérience antérieure, le fait, puisqu'on a discuté pas mal des salles hybrides lors de la séance aujourd'hui, quels seraient pour vous et quels sont pour vous les avantages d'avoir ce système, par exemple, d'IRM mobile à l'intérieur du bloc opératoire, par exemple, dans le cadre de la neurochirurgie? Est-ce que c'est quelque chose dont le principe que vous avez mis en place pourrait être généralisé, ou est-ce que ça a un intérêt de le généraliser, enfin généraliser dans certains centres, en clinique et dans des blocs, non plus de recherche, mais de soins? Alors, vous avez tout à fait raison de poser cette question. Je suis jugé parti, donc pas forcément très impartial dans ma réponse, mais pour vous dire que je suis convaincu que c'est nécessaire, que c'est utile, et pas simplement au plan expérimental pour en voir les avantages et les inconvénients. D'abord, nous avons fait cet investissement dans Clinatex, c'est un investissement lourd financièrement, et il fallait en être un peu convaincu de son utilité, mais j'avais dans mon activité antérieure, comme vous l'avez dit, il y a plus de 10 ans, fait équiper mon service des premiers dispositifs d'IRM intraopératoire, c'est les systèmes à bas champ 012 Tesla, avec des aimants permanents, et pour lesquels on avait déjà testé un peu l'intérêt dans des interventions comme par exemple la chirurgie de la base, la région hypophysaire, etc. Et ça nous a permis beaucoup de préfigurer ce que ça pouvait être en termes de difficultés d'utilisation et en termes d'avantages que ça nous apportait. Et le fait qu'on ait persisté à décider de mettre ça à Clientech traduit globalement le sentiment que j'en avais retiré. Je crois que c'est quelque chose qui est important à mettre en place, qui nécessite encore des progrès, mais on est un peu là pour ça aussi, de tester des situations qui sont peut-être pas aussi facilement testables en hôpital,
pour en justifier l'éventuel investissement. Et il y a beaucoup de choses qui sont à améliorer, à rendre plus simples, mais on s'aperçoit aussi que, comme toute chose, une fois qu'on en a pris un peu l'habitude et qu'on a débugué un peu les problèmes, eh bien, tout devient beaucoup plus facile. Et en particulier le personnel hospitalier, bon, qui dans mon service, dans l'ensemble, ceux qui sont chez nous ici étaient chez moi avant, si j'ose dire, étaient un petit peu préparés à ce genre de choses, mais globalement, les personnels soignants et les médecins non directement impliqués dans ces interventions, très rapidement s'habituent à ça pour, dans certaines circonstances, même trouver qu'on ne peut pas travailler correctement si on n'est pas dans cette situation. Alors, on n'a pas ça avec l'IRM intraopératoire, mais pour reprendre l'exemple du microscope robotisé, que j'avais en 3 exemplaires dans mon ancien service, quand il y avait une salle qui avait ce robot en panne, eh bien, on n'opérait pas pendant qu'il n'était pas réparé. Donc, très rapidement, la pratique permet de mesurer avec raison, je crois, raisonnablement, je veux dire, l'intérêt et les inconvénients et la balance des deux. Globalement, je penserais qu'on va vers une généralisation de ça. Souvent, la généralisation s'accompagne quand même d'une simplification des procédures, d'appareils qui sont plus faciles à manier, un peu plus presse-bouton, on va dire, et également dont les coûts diminuent. On a vu ce qu'était le coût des IRM. Moi, j'ai vu arriver l'IRM à l'hôpital. À Grenoble, on disait, il y a une IRM à Grenoble, bon, il n'y en aura pas 2. Maintenant, je sais pas, il y en a une vingtaine, je ne sais pas combien il y en a. Ce qui est pas forcément toujours peut-être justifié, je ne sais pas. Mais la tendance, elle est que quand quelque chose, c'est un petit côté darwinien, quand les choses sont bonnes, elles survivent. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup de votre présentation. Et en plus de ça, on a fait une première sur le mode de la présentation. Et il faut féliciter Madame de Couville. Et puis, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Bien, eh ben, je remercie beaucoup les membres de l'Académie, puisque il est 6 heures. Il y a un nombre très significatif de membres qui sont restés. Je pense que le sujet a été intéressant et je vous remercie à tous pour cette séance.